Mon quadruple troupeau paissait. Les cochons trouvaient en abondance une espèce de carotte sauvage que les paysans nomment échavis, et ils labouraient la terre, tandis que les plus gros, et surtout leurs mères, s'avançaient du côté du bois. Je les suivais pour les empêcher d'y entrer, lorsque j'aperçus, sous un vieux chêne à glands, un énorme sanglier. Je tressaillis d'horreur et de plaisir, car cet animal augmentait l'aspect sauvage qui avait tant de charme pour moi. Je m'avançai le plus qu'il me fut possible. Le fier animal m'aperçut. Et dédaignant un enfant, il continua de se rassasier. Par un heureux hasard, la truie était en chaleur. Elle s'approcha du sanglier, qui courut à elle dès qu'il la sentit. J'étais ivre de joie du spectacle qu'ils m'offrirent, et je retins mes 3 chiens en laisse pour ne pas troubler le sanglier. Dans le même moment, parurent un lièvre et un chevreuil. Je me croyais transporté dans le pays des fées. Je respirais à peine. Je m'écriai inarticulément quand un loup parut. Je fus obligé de lâcher mes chiens contre cet ennemi public. La crainte qu'il n'attaquât le troupeau détruisait le charme de sa présence, car tous ces animaux sauvages augmentaient à mes yeux celui de cette solitude. Mes chiens effrayèrent et lièvres, et chevreuils, et sangliers. Tout disparut et rentra dans le bois. Mais le charme resta. Il fut même augmenté par une belle huppe qui vint se percher sous 2 gros poiriers, dont les paysans appellent le fruit poire de miel, parce qu'elles sont si douces et si sucrées dans leur maturité que les guêpes et les abeilles les dévorent. Je connaissais déjà ce fruit. Les parents de mon ami Étienne Dumont avaient un poirier de miel au bas d'un champ très voisin de la maison paternelle. Ils m'avaient quelquefois mené manger les poirettes tombées. Mais que je trouvais celle-ci délicieuse. À moi, et dans une terre de liberté. Ajoutez qu'elles étaient plus mûres et mieux nourries, et que je n'en avais obligation à personne, car les poiriers étaient dans la pelouse inculte qui bordait la ravine. J'admirais la huppe, oiseau que je voyais pour la première fois. Je mangeais des poires, et j'en remplis mes poches, afin de régaler mes jeunes frères et sœurs. Le jour de la fête de Saint-Mailleul, la salle fut tendue de tapisseries de paysages représentant des bois, des animaux sauvages, des oiseaux, mais point de chasse. C'étaient des oiseaux paisibles dans la tranquillité de la nature. On chanta la messe. Mes yeux se portaient avec ravissement sur les tapisseries. Mais les occupations continuelles du service m'empêchèrent d'y donner toute mon attention. Cependant, le charme opérait. Je croyais voir mon vallon chéri peint au naturel. En sortant de la messe, je désirais de revenir. À mon heure de travail, j'errais au milieu des forêts comme un jeune sauvage. À dîner, je ne mangeais point. Mon imagination fermentait. Enfin, l'heure des vêpres vint. Et comme le sermon et le salut devaient se faire de suite, nous avions 5 heures à rester. Dès en entrant, mes yeux se portèrent sur mes chères forêts. Les objets s'étaient encore embellis. Une tapisserie plus expressive que les autres, cachée durant la messe par les accompagnements de l'autel, m'offrit en entier ce que je n'avais fait qu'entrevoir: un sanglier, un chevreuil, un loup, une huppe sur les arbres, dans le lointain un troupeau conduit par un petit garçon qui tenait 3 chiens en laisse. À cette vue, je cessais d'être où j'étais, j'oubliais tout.
les yeux fixés sur ce ravissant paysage, je ne chantais plus. J'étais insensible à tout. Ces moments d'extase, ces moments délicieux durèrent 5 heures et ne furent qu'un instant. Une fois sous le charme, je fondis en larmes, sans m'en apercevoir. C'était l'hiver, mon camail me couvrait heureusement pour empêcher d'être vu de tout le monde. Pendant le sermon dont je n'entendis rien, les sanglots m'étouffaient. Les yeux fixés sur un lièvre qui courait, sur un lapin accroupi, sur des pies perchées, criaillantes à la vue d'un renard qui les observe, sur des moutons paissants, sur le berger, ses chiens, sur un sanglier à l'entrée d'un bois, sur un loup en embuscade. Je me sentais dans mon vallon. Des sensations délicieusement douloureuses chatouillaient et déchiraient mon âme. Oh, je me serais écriée si j'avais été seule et j'en aurais été soulagée. Je pleurais, par instinct, mon innocence, le repos de ma vie à jamais perdu. Je pleurais les malheurs et les angoisses qui m'attendaient et qui m'accablent aujourd'hui. Goûts heureux, goûts paisibles, c'est vous que je pleurais. On redéménage. Alors, tout à l'heure, on a parlé des imprévus de la vie. Et il faut savoir effectivement qu'on se dit souvent que la vie est farceuse. Vous vous souvenez que Rétif voulait être enterré auprès de ses parents, près de la porte des épousailles, et que le cimetière avait déménagé sur une colline. Alors pendant le déménagement posthume des plus anciens, il arrive parfois que tout se perde. Mais par un mystère qu'on n'explique toujours pas aujourd'hui, ici, nous avons retrouvé la moitié de la stèle funéraire du père de Rétif. Et donc, à partir de l'acte de décès, on a pu reconstruire ce qui était écrit. Edme Rétif, en son vivant, lieutenant à Sassy, est décédé le 15 décembre 1763, pris pour son repos. Alors lieutenant, ça veut dire qu'il était responsable des conflits civils entre voisins, entre habitants, et qu'une fois par semaine, il y avait une séance où il était chargé de tenter de résoudre ces conflits. Mais une chose tout de même assez merveilleuse, c'est que Rétif voulait être auprès d'eux et que ce déménagement ayant tout déménagé, ce soit ses parents qui d'eux-mêmes se soient avancés vers lui, rejoignant quasiment le lieu le plus cher au cœur de Rétif, la ferme de la Bretonne par laquelle nous terminerons à la fin. Ma mère, je veux parler de ma mère. Un instant. Ma mère réunissait au même degré la vivacité de l'esprit, la bonté du cœur et la beauté du corps. Quoique blonde, elle était vive jusqu'à la pétulance. Mais elle savait se réprimer jusqu'à la douceur et la complaisance jamais démentie. Mon père avait également travaillé sur lui-même. Il était irascible et se montrait le plus doux des hommes. Mais il était ardent au travail et dans toutes les occupations utiles. Je fus ainsi formé de 3 parties de feu sur une des autres éléments.
à en juger par les passions extrêmes, l'amour, l'audace, la crainte, l'impatience, la colère, l'indignation, le zèle, la compassion, qui toutes eurent en moi une inconcevable énergie. Je fus sans doute conçu dans un embrassement chaud qui me donna la base de mon caractère. On va laisser passer cette voix comme ça. C'est bon tout ça? 8 jours avant la Saint-Michel, c'est-à-dire le jour même de l'équinoxe, 21 septembre, Jaco partit secrètement pour Saint-Michel en Basse-Normandie, à plus de 80 lieues de Sassy. Ce pèlerinage est celui des garçons de 15 à 16 ans. Un garçon qui n'avait pas été à Saint-Michel était regardé comme un couard, un poltron. Je me trouvais auprès d'un buisson où Jaco, 2 mois auparavant, m'avait montré un nid de linotte. Ce buisson me rappela vivement le berger. Et je sentis cet attendrissement que cause l'absence d'un camarade avec qui je pensais tout haut. Mes yeux devinrent humides. Je pleurai. Mais les larmes ne suffisant pas à ma vive émotion, je chantais pour la première fois des mots sur un air que je composais pour exprimer la situation de mon cœur. Tous ces mouvements étaient délicieux. Insensiblement, je montais dans le pré de la Grange à la Serre et jusqu'au-delà de la chapelle Sainte-Madeleine, alors en ruine. Là, je trouvais des buissons de mûres sauvages que j'aimais passionnément. Je me mis à en cueillir, mais je regrettais l'absence de Jaco et qu'il n'en mangeait pas. Je chantais son nom, je l'appelais. Et me rappelant enfin une complainte des pèlerins de Saint-Jacques que j'avais entendu chanter à des mendiants, je mis l'air sur les paroles suivantes. Jaco est en pèlerinage à Saint-Michel, qu'il soit guidé dans son voyage par Raphaël. Par ici nous gardions ensemble de doux moutons. Jaco va par le pont qui tremble, chercher pardon. Je ne puis faire que ce couplet que je recommençais sans cesse. Que mes larmes étaient douces. Le plaisir qu'elles me donnaient me les rendait précieuses, et Jaco m'en devint plus cher. Mon cœur était fait pour aimer. Ce fut au temps de la moisson que je vis, que j'aimais Nanette. Ah, c'est la belle saison pour cultiver une fillette. Souvent, la chaleur d'un beau jour fait rêver les filles à l'amour. On peut porter un court jupon quand on a la jambe bien faite. C'est aussi pour cette raison que jupon court porte Nanette. Et l'on sait aussi quel soupçon suit jambes fines et pieds mignons. Pour ramasser diligemment les épiques que la faux moissonne, ma Nanette va s'inclinant vers le sillon qui nous les donne. Et fille qui baisse le front, raccourcit encore son jupon.
Jupon court, quand il fait du vent, bien plus tôt qu'un autre s'envole et serre les vœux d'un amant. Le zéphyr en a plus beau rôle. Il souffla bien fort ce jour-là. Et le jupon court s'envola. Sombre où jachère de mon repos, côte de grêle ou la Creuse, avec les prés des Raux. C'était là qu'était un vieux pommier sauvage, conservé religieusement par les propriétaires. Oh, bon ami, tu n'existes plus nulle part, même à ceci. Les branchages en descendaient à 2 pieds de terre, de sorte qu'il m'était facile d'y monter. Il était ensuite disposé comme par étage, et on allait tant haut que l'on voulait. Un soir, que la journée avait été brûlante, je laissais paître mon troupeau à la fraîcheur. J'étais d'abord monté sur le pommier sauvage, mais le jour baissant, j'en descendis et je m'assis au pied de l'arbre. J'étais à peine tranquille que j'entendis les cris aigus d'un jeune cochon. Effrayé, je remontai sur l'arbre et au même instant, j'aperçois au pied un loup qui semblait me menacer. Et à 20 pas plus loin, le combat qui m'étonna. Une mère truie était accourue au secours de son marcassin, car il était presque noir comme le sanglier son père. Elle s'était jetée sur le loup ravisseur et, d'un coup de groin, le lança en l'air à plus de 10 pieds. J'étais ravi, mais je n'osais descendre à cause du loup qui gardait le pied de l'arbre, l'œil étincelant. Je ne dois pas omettre la scène qui se passa lorsque la mère truie nous délivrait son petit. Tout le troupeau de cochons, composé alors de 3 ventrées complètes, moins 1, c'est-à-dire de 33, se mit en rond autour du blessé. Les plus jeunes en dedans, les plus gros en dehors. Et ils se mirent à répondre à ces plaintes par un grognement si semblable à une conversation que j'en fus frappé. Je ne doutais pas alors qu'ils ne me consolassent. La mère était en dehors du cercle, le poil hérissé d'une manière horrible, et poussant de temps en temps une sorte de sourire qui avait quelque chose d'effrayant. L'impression que fit sur moi cette scène singulière a été profonde. Et elle m'a toujours depuis éloigné du système de Descartes, si mal à propos renouvelé par Buffon, qui n'a que trop souvent sacrifié la vérité à la crainte de la Sorbonne dans son éloquent et mauvais discours sur la nature des animaux. Quoiqu'il revienne ensuite au vrai principe dans sa courte histoire du castor. Nous continuons. Dans ce lieu que Rétif aima par-dessus tout, qu'on appelle aujourd'hui le plus souvent la métairie, mais qui s'appelait à l'époque la ferme de la Bretonne. Il y est donc venu à ses 8 ans, avec ses nombreux frères et sœurs, et son père, il devint un riche laboureur. Et quand son père décéda, son frère Pierre reprit la ferme. Et pour cette raison, Rétif conserva une certaine admiration pour ce frère qui avait su garder ses origines paysannes. Origine paysanne. Paysanne! Il m'a fait un malaise. Origine. La correction non méritée que m'avait faite Maître Jacques 3 ou 4 années auparavant avait déterminé mon père et ma mère à me mettre en pension à Vermenton, chez ma sœur Anne. Comme on avait remarqué en moi une extrême répugnance à quitter ma patrie, attaché comme je l'étais à mon bélier que j'avais élevé, aux abeilles que je soignais, etc., on usa de finesse
on proposa le pèlerinage d'Arbaud avec ma sœur Margot, qui eut ordre de me laisser à Vermenton au retour. Je vis donc la chapelle, je bus de l'eau que je trouvais excellente, car j'avais soif, je mangeais des cerises que j'aimais passionnément, et nous revînmes à Vermenton, où ma conductrice me fit rester, promettant de venir me reprendre au premier vendredi de marché. Ma sœur marraine m'instruisit après son départ. Alors l'idée de tout ce que j'abandonnais me frappa si douloureusement que je m'évanouis. Ce jour est le premier jour de ma vie où mon cœur serré m'ait fait éprouver une peine inconnue, si vive, si cruelle, comme la rappelant, j'en frissonne encore. Il me semblait qu'il me passait dans la tête des nuages qui tourbillonnaient. Je restais immobile, insensible. À la fin, mes larmes coulèrent, ce qui me soulagea. Voilà l'idée qui me reste de cette situation, qui était moins, comme on le crut, l'effet de l'attachement moral pour mes parents que celui de la tenue physique au sol natal, des soins amusants et délicieux que je donnais aux abeilles, aux agneaux, à tous les animaux de la maison, dont j'étais le protecteur et le nourricier. Depuis que nous demeurions à la Bretonne, ce site demi-sauvage avait un charme inexprimable pour moi. Il était ce que leurs montagnes sont pour les Suisses. Aussi fut-on obligé de m'y renvoyer tous les samedis. J'y restais le dimanche et ne partais que le lundi matin pour me trouver à l'école. Le chemin de Sassy à Vermenton n'est pas agréable. On monte une âpre colline appelée le Tartre, au-dessus de laquelle sont des champs arides. Enfin, on descend le Terrapion, encore plus rude que l'autre colline, comme l'indique son nom, qui signifie qu'il faut mettre pied à terre. Du haut de cette dernière colline, on découvre Vermenton, gros bourg, qui comparé à Sassy a l'air d'une ville. Alors mon pauvre cœur se serrait. Ces édifices plus orgueilleux que ceux de mon humble village me navraient de tristesse. Quand depuis Vermenton, le samedi me ramenait dans ma patrie, que du haut du Tartre je découvrais les chaumières de ce cher village, et plus loin les murs nouvellement blanchis de la Bretonne, sur les côtés les bois de Nitry et Sassy, au milieu le beau parc. Mon cœur se dilatait, il bondissait, des cris de plaisir s'échappaient, je volais. Mais le lundi, en descendant le Terrapion, je ressemblais à un homme qui marche au supplice. Oserais-je dire l'idée qui me vint plus d'une fois? J'aurais voulu voir Vermenton s'abîmer ou en feu, afin d'avoir une excuse pour m'en retourner à Sassy. Sans jamais rien prendre en retour. Hélas, maman, c'est bien dommage. Et quoi, cet aimable berger, qui chaque jour dans ce verger vient me tenir un doux langage, mais qu'un perfide, un inconstant, il en dit à d'autres autant. Hélas, maman, c'est bien dommage. Mais peut-il être un inconstant? Il est si beau, je l'aime tant. On ne sait pas feindre à notre âge. Si je devais vivre sans lui, je crois que j'en mourrais d'ennui. Mourir si jeune, c'est bien dommage. Il m'a souvent juré sa foi que jamais à d'autre qu'à moi il ne porterait son hommage, et que j'avais seul son cœur. Il ne saurait être un trompeur. Et s'il l'était... Ah, c'est bien dommage, hein. Hier, ici, dans son transport, il a fait un nouvel effort pour obtenir de moi le gage qu'il dit qu'on doit à son